Хорошо, сейчас у нас время на вопросы и небольшая информация, так как у нас осталось еще очень много докладов, поэтому мы, скорее всего, не сможем сегодня пойти на выставку в библиотеку Дидро. Затем, после вопросов, выступит Ан Метра, и затем, если вы хотите, если вам надо идти, Николай Тураверов, а затем остальные участники конференции, я надеюсь, что вы можете остаться подольше, потому что у нас зал до 20 часов, и я думаю, что лучше, конечно, все доклады, которые были намечены на сегодня, лучше их провести сегодня, потому что завтра тоже будет очень насыщенный день, и мы начинаем в 9 утра. Сегодня, да, потому что у нас зал до 20 часов. То есть если кому-то из участников конференции, которые должны будут выступать сегодня, которые назначены на сегодня, вы должны раньше уйти, вы мне тогда сообщите, чтобы как-то поменять программу, но затем выступает как бы Ан Метра. Хорошо, у нас есть время на вопросы, а потом, я думаю, может быть, мы сделаем... И затем, может быть, мы сделаем небольшой перерыв на 5 минут. Хорошо? Хорошо. Есть ли вопрос? Je vais poser une question. On ne peut pas parler de tout ce qu'on a entendu, mais l'exposé de Léonide Livac m'a particulièrement intéressé, pose, je crois, une question importante, c'est-à-dire la collaboration de l'émigration russe pendant l'occupation allemande. C'est tout à fait exact que c'est un sujet qui est très occulté, presque autant occulté que la collaboration dans les territoires occupés par les Allemands en Russie, qui commence tout juste à faire l'objet d'études hors de Russie, et même quelques-unes en Russie, mais avec d'énormes difficultés, puisqu'on l'a vu au sujet d'une thèse d'histoire, avec des piquets d'anciens combattants qui étaient devant la porte pour empêcher l'attribution du titre de docteur, dont je ne sais pas d'ailleurs s'il a été approuvé définitivement par le ministère. Ce sujet est très important. Vous nous avez apporté des éléments tirés des archives très intéressants, surtout les colis alimentaires et ce petit dialogue au sujet de avons-nous le droit de faire des listes particulières pour les colis alimentaires. Peut-être il faudrait replacer la situation des juifs étrangers russes dans la situation plus générale des juifs en France, parce qu'il n'y avait pas que les juifs étrangers. Il y avait dans les lois de Pétain, par exemple, l'interdiction aux juifs français d'être des fonctionnaires, de rester dans la fonction publique. Et cette interdiction était, disons, élargie aux demi-juifs. Il y a donc toute une législation française sur ce qu'est un demi-juif ou un quart de juif. Et parmi les juifs étrangers, il y avait aussi des juifs allemands. Bon, je voudrais quand même rappeler que c'est en France que le plus grand nombre de juifs a survécu de tous les pays occupés. Il y a cela de nombreuses raisons, certainement. Et faire une remarque sur le destin d'un écrivain français d'origine russo-juive, Irène Nemirovsky. Parce que Irène Nemirovsky a été un écrivain très connu dans les années 20 et 30, ensuite oublié. Elle a été accusée d'antisémitisme parce que ses romans décrivaient le milieu banquier juif et que par conséquent, on en arrivait rapidement à des conclusions antisémites. Elle s'est défendue en disant « Je suis moi-même d'un milieu de banquiers juifs », c'était son père, c'était sa famille,
Et comme tous les écrivains réalistes, finalement, j'ai choisi d'écrire ce que je connaissais bien. Et puis, elle a été retrouvée il y a un certain nombre d'années parce que elle avait 2 filles qui ont survécu et l'histoire de cette suite française est assez compliquée, assez tragique. Une des filles ne voulait pas le publier, l'autre finalement a accepté de le publier. Mais elle est restée. Si quelqu'un savait les dangers de l'éclairisme en Europe, normalement ça devait être Irène Nemirovsky. Donc, quand vous avez dit qu'il y avait tous les pressentiments pour partir, non. L'exemple de Irène Nemirovsky prouve qu'on pouvait très bien avoir des pressentiments, mais pas suffisants pour partir. Donc, elle est même restée à Paris. Et bon, elle a emmené ses 2 filles à un village tout proche de la ligne de démarcation entre la zone occupée et la zone libre. Elle ne leur a même pas fait franchir la ligne de démarcation qui était, je crois, à 10 km, ce qui est tout à fait étrange. Et elle a eu le destin de terminer à Auschwitz, et puis son mari aussi. Ben voilà un cas d'écrivain français, uniquement français, qui n'a jamais écrit dans une autre langue, d'écrivain d'une grande force, qui a été découvert 2 fois, parce qu'elle a été oubliée dans la guerre et après la guerre, et qui prouve aussi un certain aveuglement. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que les choses sont compliquées et que cette fracture que vous nous avez indiquée a certainement existé, que les collaborationnistes ont évidemment existé dans l'émigration russe, qu'il y a eu évidemment une espèce de blackout qui a duré pendant assez longtemps, mais que cette fracture, elle est plus générale. Oui, pour justement continuer sur le passionnant exposé de Léonid Livak, je voulais juste ajouter que moi, je me suis intéressée à la question pour les œuvres de fiction, à cause d'une étudiante qui voulait travailler pour un mémoire de master sur la résistance et la guerre dans les œuvres des écrivains de l'immigration. Et paradoxalement, on s'est rendu compte, en faisant des recherches dans les fonds, justement dans nos fonds slaves jésuites, qu'il n'y a pas de fiction, que c'est un récit lacunaire, et que même quelqu'un comme Gazdanov, voilà, il y a des mémoires, mais même comme quelqu'un comme Gazdanov, et pas paradoxalement des gens qui ont écrit sur la guerre civile, qui étaient des écrivains qui avaient vécu la révolution et la guerre civile et qui avaient écrit sur la guerre, en ayant même participé à la résistance, comme Gazdanov qui écrit en français « Je m'engage à défendre », mais ce n'est pas un texte fictionnel. Il n'y a peut-être, Воскрешение Моцарта pour Берберова, avec tout ce que vous avez dit en plus, on ne va pas revenir là-dessus, aussi dans la personnalité de Берберова qui est intéressant, mais à part Воскрешение Моцарта, donc la résurrection de Mozart, et qui parle très peu de la guerre finalement, dont le thème n'est pas la guerre, il n'y a rien. Donc c'est un récit lacunaire, même dans les œuvres fictionnelles. Vous pouvez même agrandir le sujet et dire que dans les écrits des émigrés russes, il n'y a presque rien sur la guerre en général et pas simplement sur la résistance. La guerre n'existe pas, la Seconde Guerre mondiale, en tant que sujet de la littérature. Et ça, c'est vraiment un paradoxe pour des gens qui avaient quand même écrit et vécu la guerre civile. Et juste 2 mots rapidement sur Berberova. Je m'étais aussi intéressée à la question puisque j'avais travaillé à un moment pas mal sur elle. Et je pensais à son cahier noir, justement, qui est dans son autobiographie, c'est moi qui souligne, dans lequel elle écrit cette phrase terrible qui lui a été aussi beaucoup reprochée. Je veux être du côté des vainqueurs et pas du côté des vaincus.
Je me souviens plus de la formulation exactement en russe, mais dans la traduction française, si c'est justement là, il y a eu des changements aussi, on le sait, entre la traduction et le texte d'origine, son souhait d'être du côté des vainqueurs et du côté des vaincus, que moi j'ai eu envie de rattacher à l'époque où j'avais travaillé sur ce sujet, sur ce qu'elle dit aussi de son origine arménienne. C'est-à-dire que dans la première partie de son autobiographie, lorsqu'elle parle de l'attitude autour de son père, et bien sûr de ce qui a pu, l'histoire de la communauté arménienne avec ces massacres, que ce sentiment qu'elle a eu toute son enfance, qui est perceptible, qu'elle ne voulait pas faire partie d'un peuple de vaincus. Comme vous avez vu lors de mon intervention, les matériaux sur lesquels je me base et sur lesquels je me penche sont exclusivement des lettres, la correspondance, en partie publiée, en partie inédite. Parce qu'il n'y a pas d'autres matériaux avec lesquels on peut travailler. Il n'existe pas. Même pas des manuscrits des œuvres de fiction, même pas des manuscrits de mémoires. Il y a 3-4 mémoires qui mentionnent la guerre. Il y a bien sûr David Knut, contribution à l'histoire de la résistance juive en France. Mais là, encore une fois, c'est pas vraiment le focus de cette œuvre n'est pas dans l'immigration russe. Il y a Gazdanov, il y a Warszawski. Il y a un peu de Warszawski, il y a presque rien dans Janowski. Donc, et ce sujet me passionne par son occultisme. Vous voyez, il y a aussi Vadim Andreev. C'est ça. Qui est de l'immigration russe. Quel est déjà le titre 6 ans, 10 ans Je ne reviens plus. 6 lieux, des choses comme ça. Donc ça, ce sont des mémoires de la guerre. Mais si on compare... la résistance. Voilà, si on compare ce que Vadim Andreev écrit... Druon et Troya sont de la résistance et c'est eux qui ont écrit le chant des partisans à Paris dans un appartement. Donc malgré tout, le chant de la résistance française est lié, si vous voulez, à l'immigration russe. À l'immigration russe. Et j'allais ajouter que si on compare les mémoires de Vadim Andreev à ces lettres qui sont préservées à la BDSC dans le fonds Mikhail Sargin, on se rend compte que les mémoires sont ils suivent un principe. Il y a des formules toutes prêtes et toutes faites, qui ne reflètent pas la réalité de la guerre vécue par Vadim Andreev, telle qu'elle est décrite dans les lettres à Mikhail Sargin. Je me permets de dire que je lui ai posé cette question. Parce que je le connaissais à Genève, il habitait à Genève. Il m'a dit, que voulez-vous, j'ai été publié en Union soviétique. Ouais. Donc voilà. Il s'est auto-censuré. Si vous voulez de la fiction, ce sont les mémoires qu'il faut étudier. Est-ce que vous avez d'autres questions? Есть другие вопросы или нет? Может быть, у Дмитрия Михайловича и у Нины Михайловны, я не знаю, они нас слышат или нет, или скайп не работает? Работает. Работает, да? Работает. Да. Есть ли у вас какие-то вопросы или дополнения? Ну. Есть, да? Oui, c'est l'intervention de Arlette Cavalieri qui m'a beaucoup intéressé personnellement sur l'émigration russe à Paris et Bounine, et j'attendais à tout moment que vous nous parliez, que vous nous citiez, ne serait-ce que sa conférence, son allocution de 1924, Missia Ruska Immigratie. Et ce n'est pas venu. Mais j'ai cité, oui. Cité? Oui, peut-être je m'en parlais le français, Non. mais je l'ai cité,
ces discours qui, Oui. pour inciter Excusez-moi. l'immigration, oui, c'était les premières années de Bounine quand il est préoccupé seulement avec cette Voilà. mission. Voilà. Mais mon exposé, très brièvement, parce que c'est ça, Bounine est connu comme ça, comme en représentant de cette mission de la première vague, mais je trouve qu'il y a de certains petits récits de Bounine qui sont des chefs-d'œuvre et qui sont représentants. Il va au-delà de cette proposition. C'est un peu sur ce littéraire. sujet-là que je citais peut-être en passant et Alors, excusez très mon rapidement. inattention. Non, rien. Et je voulais juste me joindre à ce que disait Arlette Cavalieri. Et on a eu le temps d'en échanger un petit peu avant le début de sa communication. Concernant le modernisme de Bounine, qui est en contradiction totale avec ce qu'il affirmait auparavant, nous avons abouti à des conclusions assez proches à l'occasion du séminaire qui a eu lieu en 2016, je crois, en présence de Léonid Livak, et où j'ai abouti à des conclusions proches à propos de la vie d'Arseniev et son modernisme dans l'écriture, justement. Donc vraiment, je suis très contente de vous avoir entendu aujourd'hui parce que ce n'est pas très courant comme un point de vue. Ce n'est pas quelque chose que l'on relève le plus chez Bounine. Exactement. Il y a ça aussi chez lui. Donc je pense que c'est important d'en tenir compte. Merci. Juste une précision, je me demande si ça n'a pas été un petit peu analysé aussi dans la thèse de Claire Auchard, qui est notre spécialiste française de Ivan Bounine et sa traductrice, qui a traduit aussi Tiomne Allé et qui a beaucoup publié sur Bounine. Et il me semble me souvenir que dans sa thèse, mais c'est un petit peu loin maintenant, il y a des de Claire Auchard, voilà. Et je pense qu'il y a des éléments qui vont dans ce sens quand même. C'est pas son approche principale, mais je pense que... Même York Dirani, qui c'est pas un écrit de l'immigration, il écrit en 1916, et c'est un chef-d'œuvre. Le traduit, l'éditeur était absolument... l'éditeur brésilien, quand il a lu la traduction que je proposais, il était absolument fasciné pour ces brefs récits qui s'intitulent York et d'Iran. Et enfin, il faut choisir. Hein. C'est pas, il n'a pas, je crois, comment on peut dire, c'est déségal, comme on dit en français, c'est pas égal. Il y a des récits qui sont plus, c'est pas la totalité de l'œuvre, parce qu'il a écrit beaucoup. Ça, mais je crois que les sombres allées, hein, les allées sombres, il y a des choses magnifiques. Il y a d'autres qui sont moins bon. Enfin, mais on peut dire qu'il est un écrivain, il est un styliste, il y a des choses qui sont de bijoux de la littérature russe. Mais Bounine, il est connu plus comme un prix Nobel de contenu, de thèmes, de résistance, de le bolchevisme. Je crois qu'il est plus que ça. Oui, comme une sorte d'arrière-garde. Et ça aussi, de l'immigration. ces nouvelles qui s'est traduit par Barry Schneiderman, justement cité par Georges Nivan ce matin. C'est magnifique, c'est magistral, ces nouvelles de Bounine. Il vient de paraître avant la mort. C'est la dernière révision de Barry Schneiderman, qui est mort l'année dernière avec 100 ans. C'est la dernière révision de la traduction de Barry Schneiderman. Je fais le préface, enfin, je m'occupais un peu de ces nouvelles, c'est pour ça que je partageais avec vous. Merci.